Je vous demande d'accueillir maintenant Laurent Tillon, qui nous rejoint et qui va nous parler spécifiquement du chêne. Bonjour Laurent, vous qui êtes chargé de mission biodiversité et animateur du réseau mammifère à l'ONF. Vous êtes également auteur de plusieurs ouvrages. Donc on va remettre le compteur à zéro et puis on vous retrouve tout à l'heure avec les questions également. À tout de suite Laurent. Bonjour à tous. Ravi d'être là, ravi d'être avec vous pour effectivement pour vous parler des arbres. Alors on m'a demandé de parler du chêne. En fait, ce que j'avais envie, c'était de vous parler autour du chêne, et je pense que la présentation que je vais vous faire là est assez complémentaire avec celle de Catherine, puisque justement je vais vous parler de toutes les petites bêtes et de tout ce qui se passe justement autour de ces arbres. Donc on va être très complémentaires, Catherine. Donc moi, comme je vous disais, Mathieu, je travaille à l'ONF, je m'occupe de biodiversité et la manière dont je m'intéresse aux arbres, qui met la biodiversité vraiment au cœur des dispositifs, vient d'une rencontre avec un arbre en particulier, un chêne que vous avez là à l'image. Et ce chêne-là, je l'ai rencontré pendant l'adolescence. Alors je vous en parle juste parce que je trouve que c'est bien de parler de la vocation, de parler de ce qui fait qu'on est intéressé par les arbres. Tout à l'heure, nos élus nous ont parlé de leur intérêt pour la biodiversité, pour l'environnement, pour les arbres. Et je pense que ça vient toujours d'une rencontre ou d'une histoire, de quelque chose qui s'est passé. Et moi, en l'occurrence, et les mots comptent, j'étais à vélo quand j'avais 15 ans, en forêt de Rambouillet, pas très loin de chez moi, lorsque, en passant justement à côté d'un petit sanctuaire forestier, la chaîne de mon vélo a sauté. J'ai déchaîné à côté du chêne, au pied duquel, après, je suis allé régulièrement me ressourcer, et notamment parce qu'il a, au pied de ce chêne, il y a un empattement, le démarrage des racines qui s'enfoncent dans le sol, qui avait un écartement idéal pour que je puisse m'installer, vous voyez, comme dans un fauteuil. C'est la partie droite du pied de l'arbre, là. Et du coup, c'est là, à force d'observation, que j'ai eu envie de m'investir et de m'impliquer auprès des arbres. Et notamment en faisant plein d'observations, dont une d'elles que je vais vous relater maintenant et qui est génératrice de tout un tas de compréhensions sur la manière dont l'arbre vit en interaction avec tout son environnement. Alors, pour démarrer tout ça, c'est là que vous allez vous dire, il est en train de nous perdre, il est en train de nous emmener sur complètement autre chose que l'arbre, et en particulier que le chêne. Pour vous donner un petit chiffre, on est quand même entre 700 millions et 1 milliard de visiteurs par an en forêt. Alors quand je dis 700 millions et 1 milliard, ça dépend des années, c'est le nombre de fois qu'il y a des visites quotidiennes en forêt. C'est assez considérable, et en période de crise, ça se multiplie. Et en particulier au printemps, on aime bien y aller, même si en rentrant, on a une petite fatigue, mais généralement, on aime bien profiter du printemps pour profiter de ces grands arbres, de la verdure et du bien-être qu'on ressent à leur contact. Et ce bien-être, il vient du fait que, alors, Catherine vous en a admirablement parlé précédemment, les arbres font de la photosynthèse. En particulier au printemps, vous voyez, les feuilles là sont très claires. Les feuilles sont essentiellement chargées de sucre et de matière, voilà, pour commencer à grandir, à grossir, à aider l'arbre à produire tous les sucres dont il va avoir besoin. Elles sont presque translucides. Et puis, ces arbres fabriquent de l'oxygène. Ils relarguent aussi à certains moments de la vapeur d'eau. Et c'est ce qui fait que, mais notamment même en période de un peu de chaleur, on profite de l'ombre de ces arbres, mais en plus de ça, d'une atmosphère riche en oxygène, d'où grâce à l'humidité de l'air. Et pour autant, alors vous allez me dire là, mais quand va-t-il nous parler un petit peu des petites bêtes et de la biodiversité? Où était la promesse de départ? Eh bien, la promesse de départ, elle arrive là. On va imaginer, on est au printemps. Au printemps, donc la feuille vient tout juste de sortir, notamment la feuille de ce chêne, telle que vous l'avez là. On sent là une promesse de vie extraordinaire autour de l'arbre. Et puis parfois, en observant ces feuilles, vous pouvez distinguer sur certaines d'entre elles des trous. Et c'est de ces trous dont j'ai envie de vous parler. Alors, on va faire un petit exercice collectif. Vous allez tenter de vous projeter au printemps prochain. Vous êtes en train de vous promener dans une forêt de chênes. Alors, par exemple, ici, en forêt de Roumare, par exemple. Et puis, alors que vous êtes en train de vous promener, il y a un ciel bleu extraordinaire, il n'y a pas de vent, il y a les oiseaux qui chantent. Et alors que vous progressez, malgré tout, vous entendez comme une petite pluie. Et cette petite pluie, en réalité, ce sont des crottes de chenilles. Des chenilles, notamment de tordeuse verte du chêne, qui donnera naissance à un petit papillon de 2,5 cm qui volera la nuit au mois de juin. Mais il n'empêche que cette petite pluie, ces crottes de chenilles,
Donc là, on va commencer à parler de biodiversité. Vous allez voir qu'en fait, elles vous font du bien. Alors, ce n'est pas elles directement, en réalité, c'est un peu indirect. Et c'est l'histoire que je vais vous raconter à partir de maintenant. Imaginez, donc par rapport au processus biologique de formation des feuilles qui vous ont été exposés juste avant, au même moment que quand tous les signaux font qu'on est à la période de l'émergence des feuilles, il y a d'autres organismes qui, comme les arbres, sont capables de détecter que c'est le bon moment et qui vont eux-mêmes commencer à s'activer. Et notamment cette petite chenille de tordeuse verte du chêne qui va du coup sortir, émerger de sa coque qui l'a protégée jusque-là pour arpenter la branche et aller jusqu'à l'intérieur des bourgeons qui sont en train de commencer à s'ouvrir, pénétrer à l'intérieur, commencer à grignoter les feuilles qui étaient en train de vouloir se former. Et alors que cette chenille s'est acharnée sur les feuilles en cours de formation à l'intérieur du premier bourgeon, elle ressort, puis elle va à côté sur un autre bourgeon duquel les premières feuilles ont commencé à sortir. Et là, elle arrive dessus et elle, avec ses mandibules, elle perce le limbe de la feuille pour commencer à grignoter le limbe de cette feuille. Seulement, la chenille, elle mange salement et elle laisse un petit peu de salive qui tout de suite est détectée par la feuille pour lui signaler « Attention, j'ai affaire à une chenille, probablement de tordeuse verte du chêne, il va falloir réagir en conséquence. » Et donc, dans les 30 secondes qui suivent, les cellules qui ont commencé à être abîmées émettent une première hormone de détresse, la chromatine. Dans les 15 secondes qui suivent, les cellules qui sont sur la bordure, qui ont reçu ces hormones-là, vont émettre d'autres hormones pour dire à l'ensemble du limbe de la feuille « Attention, attaque de chenille tordeuse verte du chêne, il faut vite réagir. » Première réaction de la feuille, changer la charge en potassium et en phosphore de l'intérieur de la feuille. Ce qui a une conséquence, c'est d'indisposer un peu la chenille et de, excusez-moi pour le terme, de lui donner la chiasse. C'est ce qui explique le fait que du coup, les chenilles se mettent à évacuer cet excès-là d'azote et de potassium et que du coup, on récupère sous forme de crottes lorsque la chenille se met à émettre des crottes d'autant plus violemment. Mais derrière, il y a une autre conséquence en cascade, c'est-à-dire que si la chenille arrive à se débarrasser de ces éléments-là, ça veut dire qu'elle continue à grignoter. Notre feuille poursuit son système de défense en augmentant la charge en molécules très très difficiles. Alors tout ça est très très bien expliqué dans un ouvrage que je vous conseille vraiment pour ceux qui ne l'ont pas lu, sur les tanins, écrit par Marc-André Sellos, qui est exceptionnel. Ces tanins, ce sont des molécules très solides. Le bois, notamment la lignine, dont vous a parlé Catherine tout à l'heure, c'est un tanin. Et c'est ça qui va expliquer le fait que les feuilles, à un moment donné, deviennent beaucoup plus opaques, d'un vert qui change de couleur. C'est parce qu'elles se chargent en tanins pour tenter de résister, notamment à tous ces organismes qui essayent de la dévorer. Et puis, de fil en aiguille, à un moment donné, malgré tout, notre chenille elle va continuer à progresser. Elle est capable, après, d'aller sur d'autres feuilles. Il faut que l'information puisse circuler. Il faut que la feuille qui est attaquée, elle puisse en même temps dire à ses voisines « Attention, je suis attaquée ». Alors, il y a bien sûr des hormones qui circulent à l'intérieur des tissus, mais prévenir les branches qui sont un petit peu à côté, le temps que l'information circule par l'intérieur, ça peut prendre du temps. L'arbre, ne mettant pas tous ses œufs dans le même panier, il développe aussi des alcaloïdes, des molécules volatiles qui se dispersent dans l'air juste à proximité de la zone qui est attaquée. Et chaque alcaloïde est porteur d'une information précise pour dire attention, par exemple, attaque de chenille tordeuse verte du chêne. Et les feuilles qui sont autour enclenchent le même système de défense que celui que je viens de vous exposer. Et c'est comme ça que, progressivement, notre arbre arrive à se défendre. Seulement, voilà, une fois qu'il a réussi à se défendre, imaginons que notre chenille ait disparu du système. D'autres, il y a des brèches, il y a des trous qui sont apparus au sein de l'arbre et au sein de la feuille, et il faut pouvoir se protéger. Toutes ces molécules volatiles qui, du coup, circulent dans l'air, alors que vous êtes en train de vous promener, à un moment donné, vous pouvez être amené à les respirer, à les incorporer. Elles ne sont pas dangereuses, mais notre système immunitaire les détecte comme des molécules complètement externes à l'organisme et commence à enclencher la fabrication de cellules tueuses des lymphocytes NK qui sont le premier rempart contre toutes les attaques virologiques. Quand notre arbre, du coup, s'est débarrassé de la chenille et qu'il doit tenter de colmater les brèches,
eh bien, il y a un petit courant électrique qui circule sur le bord des zones qui ont été attaquées et qui sollicite la cicatrisation par les cellules qui ont été du coup abîmées. Parmi ce petit courant électrique, il y a des ions négatifs qui, eux aussi, peuvent être embarqués dans l'air à cause d'un petit coup de vent. On va les respirer aussi. Et là, ça va avoir un autre effet, c'est de réduire le taux de cortisol, cette fameuse hormone du stress chronique. Ce qui fait que, juste, je me permets un petit commentaire personnel. Souvenez-vous du printemps 2020 et du printemps 2021, on nous a interdit les forêts. Mon avis, c'est qu'il aurait plutôt fallu qu'on nous demande d'y aller et que ce soit même remboursé par la sécurité sociale. Ça, c'est mon avis. Je ne sais pas si c'était jouable, mais en tout cas, suite à tout le processus que je viens d'évoquer, il suffit qu'il y ait des fragilités, et on va en parler un petit peu plus tard dans l'après-midi, il suffit qu'il y ait une multitude de fragilités qui exposent l'arbre à différentes attaques pour qu'à un moment donné, il commence à montrer des vrais signes de faiblesse. Comme vous l'avez ici, il ne reste plus qu'une ou deux branches avec quelques feuilles. Ça arrive que certains arbres soient mis en difficulté jusqu'à ce niveau-là. Et alors que l'arbre est dans la situation que vous avez à l'écran, il n'a plus beaucoup de feuilles, il essaye de colmater les brèches, il essaye de prévenir tout ce qu'il peut transmettre comme information pour dire attention, on fait l'objet d'une attaque, il faut vite se défendre. Il va émettre d'autant plus de molécules de détresse qui vont être détectées par d'autres organismes, notamment des insectes décomposeurs du bois. Ici, un coléoptère, un capricorne. Et ces fameux coléoptères, ces capricornes avec les très très longues antennes, en réalité, les antennes, ce sont, on va dire, comme le nez chez les insectes. Ce sont ces antennes qui détectent les molécules olfactives, les molécules qui se trouvent dans l'air, qui l'informent de la présence à un moment donné d'un arbre affaibli. Et il va remonter le flux jusqu'à l'arbre pour y retrouver ses congénères et s'y reproduire. Ensuite, dans le cycle de cet insecte, en réalité, la femelle va pondre à la surface de l'écorce, en perçant un tout petit peu l'écorce, puis ensuite, une larve va en pénétrer à l'intérieur et pendant 4 ans, chez le Capricorne, va se nourrir du bois et des tissus tels qu'ils nous ont été présentés tout à l'heure par Catherine, en profitant des sucres, notamment de toutes les réserves que l'arbre avait pu faire. Jusqu'au moment fatidique, la mort de l'arbre. Alors, on ne va pas dire qu'il faut que des arbres morts en forêt, mais il n'empêche que 30% de toute la biodiversité qu'on a en forêt dépend des stades sénescents et des stades morts en forêt. Ces arbres morts comptent, ils sont importants pour la vie de la forêt. Mais pour autant, c'est vrai qu'on pourrait se dire, alors il ne faut pas qu'il y ait que des arbres morts en forêt, attention, je suis loin de dire ça, mais il n'empêche qu'ils jouent leur rôle. Et ils jouent leur rôle notamment pour un autre animal, cette fois le pic. Les pics, ce sont des oiseaux qui ont la particularité de forer l'horloge en profitant des points de faiblesse sur les arbres. Alors, le chêne dont je vous ai parlé tout à l'heure, au pied duquel je vais régulièrement me poser depuis 30 ans, il a un trou à 18 mètres de hauteur qui a été foré par un de ces pics. Alors, pour vous raconter la petite histoire, ce pic, il a une particularité, c'est qu'au moment de la nidification au printemps, au mois d'avril, il se nourrit, enfin, dans tout son cycle annuel, il se nourrit essentiellement d'insectes qui mangent le bois à l'intérieur, notamment les larves de coléoptères qu'on a vues tout à l'heure. Et donc, lui, il a une grande langue qui va à l'intérieur des galeries des insectes pour aller chercher les larves. En fait, ce qui se passe, c'est que notre pic, au moment de la couvaison, la femelle ne peut pas quitter le nid plus de 3 minutes. Si elle sort de la loge plus de 3 minutes, la température descend et elle en viendrait à couver finalement des œufs clairs. Donc, le mâle cherche à partir de l'hiver un endroit avec un arbre mort sur lequel la femelle va pouvoir se nourrir. Et puis, il va chercher des brèches dans les arbres qui se trouvent autour, notamment une petite branchette qui a pu tomber, qui offre une petite brèche qui va être nettoyée par le pic pour qu'il force sa loge. Et il va en forer une, puis 2, puis 3, puis 4. Pourquoi ? Parce que madame est un peu exigeante sur la qualité du logement et elle aime bien avoir le choix. Mais derrière, si lui niche dans une loge, que sa femelle avec les petits niche dans une autre loge, la place est libre, notamment pour les mésanges, qui, au mois de mai, pendant les 3 semaines de nidification, va manger entre 5 et 8 000 chenilles de tordeuse verte du chêne, comme
des chauves-souris. Notamment cette chauve-souris qui fait seulement 10 grammes, mais qui vit en colonie, qui vit en groupe de femelles. Et ce groupe de femelles, au mois de mai, est capable de dévorer jusqu'à 1 250 000 chenilles, notamment de tordeuses vertes du chêne. Et vous comprenez bien que par rapport à tout ce que je viens d'évoquer, eh bien, dans cette histoire-là, finalement, de la chenille jusqu'à l'arbre, avec le pic, les larves d'insectes saproxyliques, puis nos mésanges, nos chauves-souris, etc., ben, on est bien dans un grand cycle avec un monde d'interaction. Et dans cette histoire, on a tous besoin les uns des autres. Aujourd'hui, globalement, ce qu'on sait, et on en reparlera probablement un petit peu plus tard, en fait, c'est que la biodiversité qu'on trouve en forêt, en fait, elle est synonyme pour la forêt, autant de productivité, puisqu'en fait, plus il y a de biodiversité, plus les arbres ont en place des systèmes et des dispositifs qui leur permettent de les aider à mieux résister à tous les aléas auxquels ils sont confrontés. Donc la forêt en meilleure santé, elle capte plus de carbone, elle augmente finalement la santé globale de l'écosystème dont on fait partie, notamment lors de nos promenades en forêt. Donc au global, plus on a de biodiversité, notamment autour des chênes, et plus on gagne en capacité d'avoir des forêts qui soient résilientes et résistantes pour notre avenir commun. Voilà. Et puis pour les curieux, 2 ouvrages dans lesquels je vous parle de manière plus détaillée des histoires que je viens de vous raconter. Voilà, merci. Merci Laurent Tillon. Alors, place à vos questions. Alors, je ne sais pas, le système QR code, est-ce qu'il fonctionne ou pas? Est-ce qu'on a des questions qui sont arrivées via le QR code ou pour l'instant, non? Pas pour le moment. OK. Alors, monsieur, bonjour. Oui, bonjour, merci beaucoup. C'était vraiment passionnant, ces interactions. Alors, à propos de la tordeuse du chêne, j'avais observé une fois que le combat était un peu inégal et qu'il y avait tellement de larves, de chenilles autour de cet arbre, sur cet arbre. D'abord, effectivement, c'est une pluie continue de petites crottes de cette chenille. C'était vraiment impressionnant, hein. Et l'arbre était donc en train de perdre toutes ses feuilles. C'était un arbre qui était absolument dépourvu de feuilles. On était au printemps, peut-être au mois de mai. Donc, on parle de résilience. Comment cet arbre réussit ensuite, finalement, parce que ce n'est pas du tout un arbre mort, évidemment, et il ne va pas mourir pour autant, mais comment il réussit à continuer et à survivre malgré on va dire, cette maladie, d'une certaine manière. Alors, je vais parler un peu sous couvert de certains de mes collègues qui sont aussi dans la salle, qui sont plus écophysiologues que moi sur la biologie de l'arbre. Mais nos arbres, ils détiennent plein de réserves, notamment des réserves de sucre, qui vont leur permettre, en cas de coup dur, comme celui que tu viens d'évoquer, qui vont leur permettre d'aller puiser dedans pour être en capacité de reformer les tissus dont ils vont avoir besoin et qu'ils vont être en obligation de remplacer, justement parce qu'ils ont été notamment défeuillés ou parce qu'ils ont eu à un moment donné un accident, par exemple une partie de branche qui est tombée, il faut colmater les brèches le plus vite possible. Et heureusement, en fait, que ces arbres, ils ont des sucres qui sont dispersés au sein notamment du tronc, au sein du bois, dans la zone, on va dire, qui n'est, entre guillemets, plus vivante, puisque c'est la partie externe qui est vivante. Catherine, tu confirmes, hein? C'est ça. Et donc, du coup, les sucres qui sont en arrière-plan, du coup, l'arbre peut aller puiser dedans. Heureusement, normalement, ça n'arrive pas tous les ans, ce type de système. C'est-à-dire que les tordeuses vertes du chêne, on les a certaines années. Parfois, c'est d'autres espèces. Là, je me suis focalisé sur la tordeuse, mais il y a d'autres insectes qui peuvent venir aussi et qui peuvent aussi poser des problèmes, justement, à ces arbres. Normalement, il n'y en a pas chaque année. Après, c'est ce que j'évoquais finalement à la fin. À partir du moment où, du coup, dans les forêts, on est confronté à ce type de problématique-là, on a vraiment tout intérêt à laisser tous les compartiments qui permettent notamment de favoriser le maintien d'espèces comme celles qu'on a vues juste avant, notamment les pics, puisque derrière les pics, on va avoir tous les organismes comme les chauves-souris, comme les autres oiseaux, d'autres encore. Il y a tous les parasitoïdes, tous les prédateurs insectes qui peuvent se nourrir aussi
des organismes comme la tordeuse et qui sont nécessaires finalement au bon fonctionnement de l'arbre. Mais je voulais juste revenir du coup sur l'ensemble de ce cycle-là. Au final, en même temps, notre tordeuse, dans l'aventure telle que je viens de vous la raconter, on pourrait presque à un moment donné la détester en disant « c'est un animal méchant vis-à-vis des chênes qui ne peuvent pas se défendre ». Mais en même temps, la tordeuse, elle est aussi nécessaire parce que quelque part, elle contribue à entretenir le système, en tout cas la réaction de l'arbre face à toutes les attaques auxquelles il peut être confronté, et ça fait partie de sa manière de vivre. En fait, il faut que régulièrement, il ait la capacité de réagir. Parce qu'en fait, par rapport à nous, on est mobile. À la limite, à un moment donné, il y a un endroit qui ne devient pas propice, et on se déplace, on va un peu plus loin. L'arbre, il ne peut pas. Donc, il faut qu'il soit en permanence en capacité de réagir et donc qu'il sollicite quelque part son système immunitaire. Allez, autre question pour Laurent Tillon qui veut intervenir. Par là-bas, à droite. Bonjour. Bonjour. Est-ce qu'il y a un système immunitaire local pour, par exemple, les espèces exotiques envahissantes ? Est-ce que, par exemple, pour la chenille, où il relève la charge en potassium, est-ce que c'est spécifiquement pour la chenille ou ça va être pour d'autres insectes aussi ? Est-ce qu'il a un système immunitaire ciblé et s'il y a une espèce qu'il ne connaît pas va venir, il va savoir réagir ou pas ? Alors c'est un vaste sujet, celui-ci. Globalement, ce qu'on peut dire, c'est que tout le système que je viens de vous décrire, c'est le fruit d'une longue coévolution. C'est le fruit d'un travail qui a permis d'associer autant avec la chenille le pic, pas pour que le pic, fort spécialement d'éloge pour les organismes qui sont dédiés à la tordeuse verte du chêne, c'est de manière globale, ça contribue à la bonne santé de l'arbre. Et en gros, quelque part, le pic, il va jouer son rôle autant pour le chêne qui va le porter que pour les autres arbres qui sont voisins. Tout le monde va bénéficier un petit peu de ce service-là. Le souci qu'on rencontre parfois, c'est effectivement avec certaines espèces exotiques, en tout cas qui peuvent être amenées chez nous, et qui ne viennent pas forcément avec tous les organismes avec lesquels ils ont coévolué dans leur système d'origine. Et parfois, il peut y avoir du coup des déséquilibres dans les milieux dans lesquels on les installe, qui va se mettre en place. Le jeu, notamment chez le gestionnaire, ça va être d'essayer de tester et de s'assurer que la forêt qui est tout autour va être en capacité de réagir quand même et de soutenir les peuplements qui sont présents. Et puis après, il y a tous les autres organismes, les organismes exotiques envahissants qui peuvent venir. Alors, il faut savoir qu'il y a un système de surveillance qui est mis en place déjà depuis pas mal de temps. Depuis les années 80, le département santé des forêts travaille pour détecter tous ces organismes susceptibles d'arriver, notamment en France, mais pas que, sur toute l'Europe, de manière à détecter ceux qui sont susceptibles de poser un vrai problème. Et on en connaît depuis certaines années. Vous prenez la calarose chez les frênes, prenez tout un tas d'insectes, notamment il y a certains coléoptères asiatiques qui sont introduits aujourd'hui en Europe et qui font des dégâts terribles sur nos forêts parce que les arbres ne sont pas adaptés. Généralement, voilà, la coévolution, ça prend du temps et là, ça arrive tellement vite que dans certains cas, malheureusement, ça devient compliqué pour les arbres d'arriver à résister. Mais pour autant, alors ça, je ne veux pas trop anticiper sur ce qu'on dira peut-être tout à l'heure, mais pour autant, il y a quand même des stratégies chez certains arbres qui ont l'air de se mettre en place et qui font que certains individus au sein d'un peuplement arrivent à résister à certaines de ces attaques. Donc, il y a des choses qui sont sous surveillance et qu'on essaye de mettre en exergue, notamment pour la gestion en tout cas. Allez, une autre question. Bonjour. Bonjour, on a une question en ligne d'Emmanuel qui demande si les gestionnaires de forêts actuels tiennent compte de toutes ces connaissances sur la résilience des forêts. Oui. Alors oui, Emmanuel, je ne sais pas qui regarder, je vais regarder une caméra, je vais regarder la caméra là-bas pour Emmanuel. Donc oui, en fait, on en tient compte et on a développé déjà depuis 3 décennies une stratégie, une politique environnementale pour la forêt publique qui s'est accélérée d'ailleurs depuis une quinzaine d'années, notamment par l'installation autour de tout ce que je viens d'évoquer, on va dire sur l'arbre et tous les organismes qui dépendent des vieux arbres, la mise en place d'une trame de vieux bois qui s'installe à partir d'espaces qu'on laisse en libre évolution
Alors sur des grandes surfaces qu'on appelle des réserves biologiques, notamment intégrales, qu'on a dans les forêts publiques et qui sont distribuées un petit peu partout en France. Il n'y en a pas dans toutes les forêts, parce que c'est quelque chose de lourd. Vous voyez, dans certaines forêts de 100 hectares, mettre en place une zone en libre évolution de 50 hectares, ça peut devenir compliqué. Mais pour autant, des espaces en libre évolution, sous forme d'îlots, on en met en place un petit peu partout, dans toutes les forêts. Et puis au cœur des parcelles de production, on maintient des arbres pour la biodiversité. On a un engagement, nous, à minimum 3 par hectare. Dans certaines forêts, on fait plus. L'idée étant d'avoir des refuges justement pour tous ces organismes qui vont jouer un rôle dans le bon fonctionnement de l'écosystème forestier. Voilà. Donc il y a quelque chose qui est enclenché et qui permet justement de tenir compte de la nécessité d'avoir des forêts qui soient plus résilientes face au contexte qu'on est en train de vivre. Merci beaucoup. Alors, une dernière question rapidement, parce qu'on est un petit peu en retard. Merci, je vais faire rapidement. Merci pour votre intervention. J'ai une petite question parce que c'est assez intéressant ce que vous montrez, les interactions, effectivement, l'ensemble de ces interactions entre des plantes et entre des arbres et puis des différents types d'organismes qui sont finalement bénéfiques, hein, c'est ce que j'en retire de votre discours. Vous parlez peu, ou là pas, du fait qu'effectivement aussi la notion de monospécificité des peuplements forestiers et de l'influence ou monospécificité ou deux essences, hein, parce que je crois que ça représente presque 80% des forêts, des espaces, des peuplements forestiers français, de l'influence aussi de ce type de gestion sur l'influence néfaste que ça peut avoir sur ces peuplements-là et la gestion qui est en lien avec cela, c'est-à-dire souvent des coupes rases, des coupes sanitaires pour utiliser du bois. Pour tenter de faire une réponse courte, sachant que ça va être abordé dans les tables rondes qui vont suivre, je pense, globalement, la situation forestière est quand même en train d'évoluer, elle est en train de changer. Il y a des directives politiques qui peuvent être données pour aller dans certaines directions vis-à-vis de la forêt. Il n'empêche qu'en tout cas, pour la forêt publique, moi c'est celle que je connais le mieux, qui est en gros autour de 25% de la forêt française. Hein. Le reste, 70 à 75% de la forêt, c'est de la forêt privée. En tout cas, pour la forêt publique, on ne fait qu'augmenter la part de la biodiversité dans la gestion forestière. Ce qui est compliqué, c'est que nous, on hérite de choix du passé. Donc, dans un peuplement forestier, vous voyez, dans une forêt dans laquelle il y a eu le choix sur 1, 2 ou 3 essences seulement à un moment donné, il y a peut-être 100 ans ou 50 ans, le temps de retrouver d'autres essences, sauf à les introduire, à les planter, il faut leur laisser le temps, et c'est le temps long qui fait le temps de la forêt. Donc, ces éléments-là, ils sont vraiment pris en compte dans les directives et dans les directions qu'on est en train de prendre, en tout cas pour la forêt publique. En tout cas, effectivement, c'est des sujets qu'on aura l'occasion d'aborder. Merci beaucoup, Laurent Tillon. Et puis vos ouvrages, on peut les trouver ici pour rencontrer le public peut-être tout à l'heure. Merci beaucoup à vous.